2001 a commencé comme n'importe quelle autre journée chaotique dans la circulation de la banlieue d'Atlanta, klaxons hurlant, et moi, Emma Harrison avalant frénétiquement ma troisième tasse de café avant 9 heures du matin, jonglant entre une carrière dans le marketing et un mariage avec Greg, un homme qui semblait plus préoccupé par ses rapports trimestriels que par moi. C'était comme jongler avec des couteaux les yeux bandés. Et puis il y avait Mason, mon beau-fils de 19 ans tout juste sorti d'une bataille pour sa garde avec sa mère. Il avait emménagé chez nous 6 mois auparavant, apportant avec lui toute son angoisse adolescente et un sac de sport rempli de problèmes non résolus. Greg était toujours occupé dehors avant le lever du soleil, de retour après le journal télévisé, mais Mason, lui, était toujours là au début. Je voyais nos conversations de plus en plus nombreuses comme inoffensives, une façon de combler le silence que Greg avait laissé derrière lui. Quand Mason a commencé à se confier sur le sentiment d'abandon qu'il ressentait par sa mère, je me suis rapprochée de lui. La cool belle-mère, on discute tard dans la nuit, lui sur le canapé, moi sirotant un verre de vin, j'avais l'impression de enfin réussir à le comprendre. J'étais loin de me douter que ces discussions n'étaient pas que des moments de complicité, mais des graines qui germaient discrètement pour donner naissance à quelque chose auquel je n'étais pas préparée. C'est fou comme la vie nous surprend. Un instant, on est juste une belle-mère fatiguée, essayant de maintenir la paix dans une maison qui ressemble plus à un espace de coworking. Et l'instant d'après, on réalise qu'on attend avec impatience ces discussions nocturnes avec son beau-fils. Un peu trop, je n'ignorais pas à quel point j'étais seule. Greg, le pauvre, pensait qu'un texto hebdomadaire sur son patron insupportable comptait comme une façon de prendre de ses nouvelles. Mais Mason, lui, était attentif. Il me demandait comment s'était passée ma journée, riait de mes coups de gueule sarcastiques sur mon patron qui me harcelait, et même se souvenait que j'aimais 2 sucres dans mon thé, des petites choses que Greg avait l'habitude de faire. Quand on s'est mis ensemble, je me suis convaincue que tout était innocent. Un garçon solitaire qui avait juste besoin d'une figure maternelle, et moi d'avoir besoin de parler à quelqu'un. Un soir, après une journée particulièrement difficile au travail, Mason m'a tendu une tasse de thé, s'est assis en face de moi et m'a dit « Emma, tu travailles trop. Quand est-ce que quelqu'un s'est occupé de toi pour la dernière fois? » Ces mots m'ont frappé comme un train de marchandises. C'était anodin, certes, mais pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vue. Et ça, c'est un sentiment dangereux quand on a une soif d'attention. C'est ça. C'était un jeudi soir quand tout a commencé à basculer. Greg était parti pour un autre voyage d'affaires, son troisième du mois, nous laissant Mason et moi seuls à la maison. On a commandé à emporter, quelque chose de simple parce que je n'avais pas l'énergie de faire semblant d'être dans la cuisine. Après le dîner, on a décidé de regarder un documentaire Netflix au hasard sur la psychologie du mensonge. Maison était assis à côté de moi plus proche que d'habitude, mais je ne me sentais pas gênante. Mais au fil des heures, l'atmosphère entre nous a commencé à changer. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue, peut-être même de la paranoïa, quand Mason a mentionné l'air de rien, combien il appréciait ma présence, que j'étais la seule chose stable dans sa vie. Cela m'a prise au dépourvu. La sincérité dans sa voix était désarmante. Je l'ai remercié sur un ton léger, mais le compliment a persisté. Ces mots n'étaient pas seulement empreints de gratitude, ils semblaient lourds, même si je n'arrivais pas à comprendre exactement pourquoi. Puis, juste au moment où j'allais me lever et dire que j'allais me coucher, Mason a tendu la main vers la mienne. C'était subtil, presque naturel. Mais j'ai figé un bref instant. Je me suis demandé si j'avais mal interprété le moment, si ma solitude projetait quelque chose qui n'était pas là. J'aurais aimé pouvoir dire que j'ai retiré ma main et ri de la situation, mais ce serait mentir. Mason, lui, ne l'a pas fait. Il a lâché prise immédiatement, sans que je le lui demande. Il y avait quelque chose dans son regard, de la vulnérabilité, peut-être même de l'admiration, qui m'a fait hésiter. Mais ce n'était pas un film et je n'étais pas une jeune fille aux yeux brillants d'admiration. J'étais une femme adulte, mariée à son père, et c'était mal, à tous les niveaux.
J'ai marmonné quelque chose à propos de la fatigue et je suis allée dans ma chambre avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse se produire. Le lendemain matin, je me suis convaincue, j'avais surréagi. Mason était un gamin en quête d'attention et moi, une femme stressée qui avait surinterprété un geste innocent. Mais plus j'essayais de rationaliser, moins j'en étais convaincue. Mason n'agissait pas comme si de rien n'était. Il s'attardait dans la cuisine pendant que je préparais le café. Ses paroles, douces et posées, lorsqu'il m'a demandé si j'allais bien, se sentaient bien. Son inquiétude semblait sincère, ce qui n'a fait que accroître mon trouble. Je me disais que c'était sans gravité, mais quand Greg a appelé pour prendre de mes nouvelles et me demander comment ça allait, ma voix a tremblé pour la première fois. Je ne pouvais pas lui répondre. Honnêtement, cette nuit-là était différente. Bien que je ne puisse pas te dire pourquoi Greg était encore absent, j'étais allée me coucher tôt, espérant qu'une bonne nuit de sommeil calmerait le brouhaha dans ma tête. Entre à moitié endormie et pleinement consciente, j'ai senti le matelas bouger sous le poids de quelqu'un. Au début, j'ai cru que Greg était rentré plus tôt que prévu, comme une douce surprise. Pour une fois, sa main reposait sur mon épaule. Assez familière pour ne pas m'alarmer, mais quelque chose clochait. Sa main était plus douce, hésitante. Je me suis tournée vers lui, m'attendant à voir le sourire fatigué de Greg. Mais dans la pénombre, j'ai compris que ce n'était pas lui, c'était Mason. Mon cœur a fait un bond. Qu'est-ce que tu fais là? Ai-je murmuré en le repoussant. Instinctivement, il n'est pas parti. Au lieu de cela, il s'est excusé doucement, disant qu'il se sentait perdu et qu'il avait besoin de quelqu'un. Sa voix s'est brisée juste assez pour que... Moi hésitais. Retournez dans ta chambre, insistai-je. Ma voix tremblait, mais il ne bougea pas. Il resta, me suppliant, me rappelant le lien que nous avions tissé ces derniers mois. J'essayais de le repousser à nouveau, mais ma détermination s'effondra sous le poids de mes émotions. À cet instant, toute ma solitude, ma culpabilité et mes besoins insatisfaits se heurtèrent et je me figeais. Les frontières se brouillèrent. Je n'étais pas seulement confuse, j'étais dévastée. Joie et culpabilité s'entremêlaient en moi, m'empêchant de les distinguer. Le lendemain matin me parut irréel, comme me réveiller dans une vie qui n'était pas la mienne. Mason était parti avant même que j'aie ouvert les yeux, ne laissant derrière lui que le souvenir de ce qui s'était passé. Je restais allongée là, fixant le plafond, espérant que si je restais immobile assez longtemps, le monde remonterait le temps et que je pourrais tout défaire. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Au lieu de cela, je me retrouvais avec un nœud dans la poitrine, un mélange confus de culpabilité et de quelque chose que je ne voulais pas admettre, du bonheur. Je me suis traînée dans la cuisine, les mains tremblantes, tandis que j'attrapais la cafetière. Mason entra quelques minutes plus tard, faisant comme si de rien n'était. Mais lorsqu'il croisa mon regard, il y avait quelque chose d'indicible dans son expression, une compréhension que aucun de nous n'osait exprimer. Il se versa une tasse de café puis me demanda si j'avais besoin de quelque chose. C'était une question si simple et pourtant elle portait le poids de tout ce que nous ne disions pas. Je répondis d'un si non, tremblant, et me réfugiai dans le salon, essayant de faire comme si tout allait bien. Sauf que ce n'était pas mon téléphone qui vibra, c'était un message de Greg Love. Si tu as hâte de te voir ce soir. Ah, t'es quand t'es commis ça, Soamaï. Ces mots me frappèrent gruntés comme un train de marchandises. J'étais une menteuse, maintenant aussi. Mason m'avait évité toute la journée. Au petit déjeuner, il marmonna quelque chose à propos d'aller à la salle de sport et, au dîner, il n'eut guère le temps de dire 2 mots avant de se retirer dans sa chambre. Mais son silence ne faisait qu'empirer les choses chaque fois que je l'apercevais ou que je l'entendais parler. La porte se referma et le souvenir de la nuit précédente reflua, inattendu et impossible à ignorer. Je n'en étais pas fière, mais je ne pouvais m'empêcher de repasser en boucle le moment où Greg était rentré plus tôt dans la soirée, joyeux comme toujours et inconscient de la tempête qui grondait en moi. J'aurais dû être soulagée de le retrouver, mais au lieu de cela, je me sentais agitée. La tension entre Mason et moi était comme un aimant dont je ne pouvais me défaire.
Quand Greg s'endormit devant la télévision, je me retrouvais devant la porte de Mason, le cœur battant la chamade, comme s'il avait sa propre volonté. Je me disais que je voulais juste prendre de ses nouvelles, que ce n'était inoffensif, mais quand j'ouvris la porte, Mason leva les yeux de son bureau. Sa surprise fut vite remplacée par autre chose, un non-dit auquel je ne pus résister. Cette fois, les frontières ne s'estompèrent pas, elles disparurent complètement. Après cela, je me sentis plus légère, comme si j'avais franchi un territoire dangereux. Et je ne voulais pas partir, mais je savais aussi que ce jeu ne pouvait pas durer. Mon mariage était un château de cartes, et je tenais l'allumette en me glissant de nouveau dans le lit à côté de Greg, avait l'impression d'essayer de placer la mauvaise pièce de puzzle dans une image. Il remua légèrement, mais ne se réveilla pas paisiblement inconscient du chaos qui se préparait dans la maison. Je fixai le plafond en silence, me jurant que la dernière nuit avec Mason serait vraiment la dernière fois, mais alors que la lumière du matin filtrait à travers les stores, la réalité me frappa de plein fouet. Ma détermination était fragile comme du papier, et je le savais. Au petit déjeuner, la tension était insoutenable. Mason et moi avons échangé des regards furtifs, le poids des non-dits planant entre nous. Greg, insouciant comme toujours, plaisantait sur sa grande présentation de ce jour-là, complètement inconscient de la conversation silencieuse qui se déroulait juste sous son nez. Mais à la seconde où il attrapa son mallette et adieu l'atmosphère de la pièce changea dès que la porte d'entrée claqua. Je me retrouvais plantée là devant la chambre de Mason, incapable de m'arrêter moi-même. Cette fois, aucune hésitation. Aucune gêne, aucune limite ne fut franchie. Encore une fois, cette fois avec plus de désespoir que de culpabilité. Après, je m'assis au bord du précipice. De son lit, fixant le mur, il faut que ça cesse. Ça doit cesser, dis-je fermement, même si mes mots sonnaient creux. C'est dangereux si Greg découvre. Je n'ai pas terminé ma phrase. Nous savions tous les deux ce qui était en jeu. Le lendemain, l'attitude de Mason changea. Il n'était plus le jeune homme calme et hésitant auquel j'étais habituée. Au contraire, il était intense, presque désespéré, comme s'il ne supportait pas l'idée que je lui échappe pendant le petit déjeuner. Il me jetait sans cesse des coups d'œil, ses yeux implorant quelque chose d'indicible, mais je ne pouvais pas soutenir son regard. Greg était assis juste là, bavardant tranquillement de ses projets pour le week-end, et la tension entre Mason et moi ressemblait à une bombe à retardement. Quand Greg est parti travailler, Mason m'a coincé dans le couloir. « Il faut qu'on parle !» dit-il d'une voix tremblante. Il s'est confié à moi, me disant qu'il ne pouvait pas imaginer sa vie sans moi. Il se fichait des risques. J'ai essayé de le raisonner, de lui rappeler à quel point c'était dangereux pour nous deux, mais il n'écoutait pas. Au lieu de cela, il a pris son téléphone et m'a montré quelque chose qui m'a retourné l'estomac, des photos privées qu'il avait prises pendant nos moments ensemble. « Mason, supprime-les tout de suite !» ai-je dit d'une voix ferme. Mais il a refusé, me disant qu'il les montrerait à Greg si je n'acceptais pas de le voir une dernière fois. Ces paroles étaient un mélange de chantage et de chagrin, ne me laissant aucune possibilité de discuter. J'ai donc cédé et accepté de le rencontrer à la condition que ce soit vraiment la dernière fois. Les limites n'ont pas seulement été franchies, cette fois-ci, elles ont été complètement effacées, me laissant plus prise au piège de ce dangereux engrenage que jamais. Je ne sais même pas comment c'est arrivé. Une minute, j'étais dans la chambre de Mason, essayant de me convaincre que c'était la dernière fois, et la minute suivante, la porte s'ouvrit en grinçant derrière moi. Au début, j'ai pensé que c'était le vent, mais quand je me suis retournée, Greg était là, debout dans l'embrasure. Le visage pâle, la main agrippée au chambranle pour se soutenir, il n'a pas crié, il n'a pas dit un mot. Il est resté là, immobile, le regard fixe, comme si son cerveau était incapable de comprendre ce que ses yeux voyaient. Soudain, il s'est effondré au sol, la main sur la poitrine. La panique m'a envahi. J'ai crié le nom de Mason, mais il était figé, son visage impassible, exprimant la culpabilité et la peur. Je me suis précipitée vers Greg, les mains tremblantes, en composant le numéro du 911. « Greg, reste avec moi !» Je l'ai supplié, les larmes coulant sur mes joues, mais il n'a pas répondu.
Sa respiration était courte et difficile. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes et l'ont emmené à l'hôpital. Le médecin a dit que c'était une crise cardiaque provoquée par le stress et le choc. Quelques jours plus tard, Greg a subi un AVC le laissant incapable de parler ou de bouger normalement. Maintenant, je suis là, rongé par la culpabilité, me demandant si j'ai détruit ma famille pour toujours. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Infidelity Diaries par Scarlet Secrets. Votre soutien nous aide à partager davantage d'histoires vraies sur l'infidélité. Vous avez une histoire à raconter? Consultez la description pour nos coordonnées. Nous serions ravis de l'entendre. Rassurez-vous, nous garderons votre identité totalement anonyme. Merci d'avoir regardé et restez connectés pour plus de contenu.